ce énième Meetup Cozy Cloud. Alors déjà, comme la coutume m'y oblige un peu et le plaisir aussi. Je tiens à remercier les gens de Talent.io qui nous accueillent ici chez eux. C'est pas la première fois, ils sont vraiment hyper sympas. Donc merci infiniment. Pour ceux qui nous suivent sur Periscope, alors ils verront peut-être plus tard, mais les locaux sont géniaux. Et si vous cherchez un taf de développeur, c'est chez Talent.io. Voilà, c'était notre minute publicitaire. Les autres qui sont là dans les fauteuils in real life et au écran de keyboard, bienvenue à vous aussi. Ce soir, on va parler de Cozy, mais pas seulement, on élargit aussi le débat. J'ai demandé à Philippe Vionduri, qui est l'auteur d'un excellent livre et que j'avais rencontré sur une table ronde, un livre qui s'appelle La nouvelle servitude volontaire, enquête sur le projet politique de la Silicon Valley. C'est pas du volleyball, c'est de la Silicon Valley, pas confondre. Et donc, c'est vachement bien. D'ailleurs, mon exemplaire, il est corné de partout parce qu'il y a plein de trucs intéressants dedans. Je vous le recommande. Et donc, Philippe va nous parler de son livre et du sujet autour du livre. Et puis ensuite, on va enchaîner avec une présentation autour de Cozy. On va avoir une preview de Cozy V3 Beta et on va parler roadmap. Et puis il y aura, si on a le temps, on aura un sujet surprise. Et ensuite, on va dîner et boire. Enfin, chez vous, vous pourrez ouvrir une bouteille de bière à ce moment-là, si vous êtes sur Periscope. Philippe, à toi de jouer. Alors j'ai ma laisse, donc je vais faire gaffe. Alors, je précise, Philippe est essayiste, journaliste et auteur de ce magnifique ouvrage. Je t'écoute. J'interviens presque plus là. Alors bonjour à tous. Ça marche le micro? Tout va bien? Il faut que tu parles assez fort pour les gens qui sont... Ouais, bien sûr. Ouais. Alors donc oui, merci de la présentation. Je suis journaliste indépendant. J'ai été longtemps à Rue 89, 2 ans, si c'est longtemps. J'étais journaliste culture puis technologie. Et c'est à ce moment-là que l'idée de l'ouvrage a commencé à prendre forme, c'était en 2014. Et la genèse de l'ouvrage explique assez bien, je pense, aussi le but de l'ouvrage, qui est qu'à l'époque, c'était l'époque de Snowden, donc 2013, donc j'étais en couverture du sujet. Et ça a été assez frustrant au bout d'un moment, parce qu'en fait, couvrir Snowden, c'était couvrir le débat de la privacy, de la vie privée. Et c'est un débat que j'ai trouvé frustrant, à plusieurs égards, parce qu'il enferme dans une critique qui va trop contre l'État et pas assez contre les entreprises, même si l'État, on peut dire beaucoup de choses, évidemment. C'est une critique qui se centre sur la donnée, mais pas son exploitation, pas la corrélation, pas le traitement de données, dont je vais parler plus tard. Et voilà, et c'était assez frustrant, surtout que quand on écrit là-dessus, au bout d'un moment, on a fait tous les guides possibles de protection des données, de vie privée, de réglage de Facebook. Bon, une fois qu'on a fait tous les guides, on ne sait plus trop quoi faire. Et puis surtout, les retours qu'on a, c'est, même les retours de moi-même et de mon entourage qui est conscient de ces thématiques-là, c'est que c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de temps de se protéger. C'est de l'effort qu'on n'a pas toujours envie de fournir, du temps qu'on n'a pas toujours envie de mettre là-dedans. On se retrouve vite démunis par rapport à ces questions-là, même si on en a conscience. Et puis, il y a aussi l'éternel, après tout, je n'ai rien à cacher, qui est imparable, qui est très dur à démonter, et qui finalement montre aussi une certaine réalité, qui est que l'emploi brut des données n'est pas aujourd'hui en soi vraiment dangereux et problématique, mais on est plus dans une prospective par rapport à cet emploi, on est plus dans des questions de leak de données, donc de fuite des données, de non-protection, dans les questions relatives à l'État totalitaire, on n'est pas vraiment dedans, donc du coup c'est très compliqué d'aborder ce sujet. Et à cette époque, en 2013, j'avais lu un article qui s'appelait Big Data Meet Big Brother, qui était publié dans Time, et qui parlait du traitement des données. Et là, c'est là que ça commençait à beaucoup m'intéresser, qui parlait d'analyse prédictive. Et donc, c'est un peu le thème de mon bouquin, qui est en fait que derrière les données en elles-mêmes, elles ne parlent pas beaucoup, on ne peut pas en faire grand-chose. Et la puissance des grands acteurs du web n'est pas tant dans l'accès aux données, dans la quantité de données qu'ils ont, c'est important évidemment, mais surtout dans la capacité à traiter ces données et à produire de l'information, des probabilités, des analyses comportementales sur les individus à partir de ces données. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en fait, derrière le mot algorithme, donc c'est le mot que je vais utiliser beaucoup, qui est un mot valise, qui ne veut rien dire en lui-même, il y a un ensemble de techniques qui visent en fait à un peu craquer le secret de nos comportements, voire prédire nos comportements.
Et moi, c'est ça qui m'a particulièrement intéressé parce qu'il permet à la fois de sortir du débat de la donnée qui, au bout d'un moment, est étouffant et surtout d'aborder des thématiques politiques, sociales, éthiques, bien au-delà de la simple possession des données par quelques grands acteurs qu'on connaît tous, hein, les GAFA, je ne vais pas les nommer. Voilà, donc juste pour revenir un petit peu sur les techniques dont je vais parler, ce sont les techniques, donc je dis prédictives, comportementales. Bon, encore une fois, ça regroupe du machine learning, de l'analyse prédictive, de l'analyse sémantique. Bon, il y a plein de techniques qui sont regroupées sous le mot algorithme en général. Mais ce qui est au fondement de ces techniques, c'est l'idée de corrélation. Donc aujourd'hui, encore une fois, la donnée brute, elle n'existe pas par elle-même vraiment. On corrèle ces données pour trouver d'autres informations. C'est-à-dire que par exemple, on va mettre en relation deux données qui n'ont apparemment pas grand-chose à voir, l'une avec l'autre, et on va essayer de produire une conclusion, inférer une autre information ou prédire un comportement. Par exemple, prendre un exemple un petit peu provocateur, si on veut essayer de trouver la religion de quelqu'un, par exemple, si on veut savoir si quelqu'un est musulman, si on se rend compte juste que la personne va à une épicerie halal tous les vendredis et que dans la foulée, il passe devant une mosquée, il s'arrête 10 minutes chaque semaine, bon voilà, on a 90% de chances d'être sûr que cette personne est musulmane. Voilà, donc à partir de deux données qui sont juste géolocalisation et consommation, ou achat de produits, on peut savoir avec quasiment une certitude totale que la personne est, bon, là on prend un exemple musulman, on pourrait prendre un exemple chrétien, ça devant une église, enfin, on pourrait prendre plein d'exemples. Voilà, donc c'est ça la corrélation, c'est l'idée qu'on va mélanger plein de données, qu'on va les broyer dans des modèles qui sont préformatés par du machine learning, je ne vais pas revenir sur toute la technique qu'il y a derrière, et qu'on va essayer d'avoir de l'intelligence sur les gens, hein, des renseignements sur les gens, et des renseignements qui sont exploitables généralement commercialement. Donc c'est ça les fameux algorithmes. Et dans cette recherche que j'ai fait, documentaire et analytique, je me suis attardé sur trois phénomènes distincts mais qui s'embriquent en fait les uns dans les autres, qui sont la personnalisation, la manipulation, donc je reviendrai sur le terme qui est un petit peu provocateur aussi, et la régulation, la cybernétique, donc là aussi je reviendrai sur ce terme-là. Donc sur le premier, la personnalisation, je pense que je ne vais pas prendre, puisque bon, je pense que le public ici est plutôt des gens soit proches des milieux tech, soit dans la tech, soit dans les groupes liés à la privacy et couverture du net, etc. Donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais pour revenir au fondement du web, il y avait cette idée qu'on allait être dans un cyberespace sans limite, où on allait tous rebondir. D'ailleurs, c'est le protocole HTML, le web, etc. a été fondé sur le rebond, en fait, beaucoup sur l'idée qu'on allait aller d'une page à l'autre, rebondir d'une communauté à une autre, découvrir de nouveaux espaces, de nouvelles expériences. Donc il y avait beaucoup de hasard, beaucoup d'altérité dans cette pensée du web qui était originelle. Et en fait, aujourd'hui, on assiste à l'exact contraire avec la personnalisation à outrance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quasiment toutes les plateformes que vous utilisez, je reviendrai après, mais Facebook, Netflix, Deezer, Spotify, Google, tout ce que vous utilisez, tend à personnaliser votre expérience que vous avez du cyberespace, du numérique en général. Et en fait, même les algorithmes qui personnalisent votre expérience sont le secret de la réussite de tous les grands acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Google, je crois que c'était en 2009, est passé d'un mode, on va dire, commun à tous, de recherche, à un mode personnalisé. Ou par exemple, si vous êtes kényan et que vous cherchez sur des informations sur le Kenya, vous n'aurez pas les mêmes que si vous êtes français. Si vous êtes girondin, si vous êtes bordelais et vous cherchez girondin, vous tomberez peut-être sur le club de foot. Si vous êtes parisien, peut-être sur les choses touristiques à faire dans la ville. Oui, donc c'est très personnalisé. C'est ce qui a fait le succès en partie de Google. Facebook, vous voyez, je crois, à peine 10% de ce que publie réellement votre cercle social, puisqu'il y a un algorithme qui construit, et ça beaucoup de gens ne le savent pas, mais qui construit le fil d'actualité que vous regardez. Je crois que c'était 60-70% des gens qui ont été interrogés dans une étude en 2013 ou 2014 qui ne savaient pas qu'il y avait un algorithme qui triait. Ils pensaient vraiment que ce qu'ils voyaient, c'était la réalité de leur réseau. En fait, pas du tout. Donc là encore, il y a des algorithmes qui corrèlent tout plein de données, là où vous allez, sur quelle page, quels sont vos centres d'intérêt, votre couleur politique, les gens avec qui vous discutez, pour essayer de savoir qu'est-ce qui va vous intéresser le plus de voir. Donc quels amis vous allez vouloir avoir des nouvelles, est-ce que vous voulez plutôt des vidéos, des photos, des pages d'actualité, des pages de divertissement. Bon, tout ça, c'est de la personnalisation. Amazon, je prends le dernier exemple, Amazon, 30% des ventes que fait Amazon, et Amazon, je crois que c'est un chiffre d'affaires maintenant qui dépasse les 80 milliards ou 90 milliards, 30% de son chiffre d'affaires et de ses ventes est issu de son algorithme de recommandation, selon leurs chiffres publiés. Donc c'est-à-dire qu'en fait, les suggestions d'articles à acheter en plus ou à côté de ce que vous allez acheter, est là encore le fruit d'un algorithme, de plusieurs algorithmes, parce qu'il y a plusieurs façons, encore une fois, de suggérer, qui viennent analyser toutes vos données de recherche, vos paniers précédents, etc. Et va essayer de vous proposer le produit qui va vous faire plaisir, que vous allez vouloir acheter. Voilà pour ce qui est des GAFA, mais aujourd'hui on va bien au-delà.
C'est-à-dire qu'encore une fois, Netflix, le patron de Netflix disait l'idéal pour ma plateforme, ce serait que les gens lancent Netflix, qu'on leur suggère une vidéo adaptée à eux, personnalisée, et qu'ils la lancent, que ce soit exactement la vidéo qu'ils avaient envie de regarder, et qu'en gros, ils se laissent couler dans l'expérience. Le patron de Google avait aussi dit, j'y pense maintenant, que pour lui, un jour ou l'autre, on vivra dans un monde où tout a été, d'une manière ou d'une autre, taillé pour les gens. Et que d'ailleurs, on demanderait à Google le matin en se levant, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui Google, et qu'il nous répondrait de manière personnalisée. Donc ça donne un peu un aperçu du monde dans lequel ils aimeraient nous voir vivre. Mais on va au-delà avec Spotify. Donc Spotify, par exemple, a récemment lancé des playlists Discovery qui font un carton, qui sont adaptées à nos goûts. Netflix, j'en ai déjà parlé. Deezer, je crois qu'il fait à peu près la même chose maintenant. Donc je ne vais pas multiplier trop non plus les exemples, mais bon, enfin, on pourrait prendre aussi les médias qui s'y intéressent maintenant, les sites de rencontres, Tinder, il y a des algorithmes dessus. Bon, on pourrait énumérer très longtemps, mais tout ce qui est plateforme, application d'accès au monde social, donc, étendu, culturel, commercial, etc., est de plus en plus sujet à des mécanismes de personnalisation qui sont le fruit d'analyses de données massives qui visent à corréler les données entre elles pour prédire vos goûts, vos désirs, vos achats. Alors, les problèmes, le premier qui a été un peu médiatisé, ça a été celui de la bulle filtrante. Donc, c'était un mot qui a été popularisé par un activiste qui s'appelait Eli Pariser en 2011, et qui disait à l'époque déjà que peu à peu, toute notre expérience de la réalité, en tout cas de celle qu'on vit par le web, est soumise à une personnalisation, à des couches filtrantes, donc d'algorithmes qui nous entourent, et qui en fait biaisent notre accès au réel, et nous proposent quelque chose qui de plus en plus ressemble à ce qu'on est, à nos désirs. En fait, ça accentue des biais de confirmation qui sont existants chez n'importe quel être humain. On est tous tentés de valider nos opinions, de valider notre vision du monde. On est tous emplis de biais. On vient d'une famille qui a des biais sociaux. On évolue dans un milieu professionnel. On appartient à une couleur politique ou pas. Donc tout ça, ces biais, ils existent, mais les algorithmes viennent les renforcer. Et surtout, leur action est invisible et même le filtre en lui-même est invisible. C'est-à-dire qu'on n'a plus aucune prise, on n'a plus déjà voix au chapitre de qu'est-ce qu'on veut, à quoi on veut avoir accès. Et en plus, l'action de ces bulles filtrantes devient invisible. Et donc on ne sait plus vraiment si ce qu'on voit est réel ou ne l'est pas. Et ça me fait penser à un article de presse d'un journaliste américain au moment de l'élection de Trump qui disait il y a 86 millions, je crois, d'Américains qui ont voté Trump et je n'en connais aucun et je n'en vois aucun sur Facebook. Et ça voulait tout dire en fait. C'est-à-dire que vraiment, il était surpris et sa perception du réel était complètement biaisée. Et donc c'est la problématique que posent les bulles filtrantes aujourd'hui dans notre expérience quotidienne. Et puis au-delà de ça, il y a aussi un autre aspect qui est celui un peu de la rationalité marchande, qui est qu'aujourd'hui on vit dans un monde où on produit des musiques, des films, des séries, des contenus en général qui répondent à un impératif de rentabilité, et que les algorithmes, de personnalisation particulièrement, viennent renforcer ça, puisqu'en fait on retourne un peu cette logique, et ça se voit déjà, on le voit apparaître dans la Silicon Valley aujourd'hui, de nombreuses entreprises font ça, c'est qu'on va choisir des contenus, ou produire même des contenus qui sont sûrs de marcher. Donc ça c'est l'idée. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui se spécialisent maintenant dans les algorithmes qui vont tester de façon complètement virtuelle la rentabilité d'un produit, d'un script, d'un scénario, d'une musique, d'un film, voire même tester plusieurs bandes annonces, par exemple pour le film, faire des segmentations selon les publics, et vient en fait proposer une production qui est entièrement sûre de marcher. Donc là déjà on entre dans une rationalité marchande qui est quand même assez problématique parce qu'on peut, si on a un rapport un peu éthique à la culture, on peut se demander qu'est-ce qui reste après ça, puisque tout est arasé par la logique de qu'est-ce qui va être rentable. Donc là l'audace, la créativité, tout passe dans le broyeur. Donc ça c'est une autre des problématiques qui émerge aujourd'hui, particulièrement à Hollywood qui commence déjà à tester ça. Et puis bien sûr aussi, j'ai dit la sélection, mais aussi on produit les contenus, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises par exemple qui sont spécialisées dans la correction de scénarios, et qui viennent analyser le scénario, sa rentabilité, et proposer des modifications au scénario pour qu'il soit plus rentable, pour qu'il fasse un meilleur premier week-end en salle. Donc on est vraiment dans un calcul un petit peu affligeant. Voilà, donc pour ça, pour la personnalisation, c'est un petit peu la problématique la plus commune de mon sujet, puisque tout le monde a déjà un petit peu entendu parler. Mais ça mène à une deuxième problématique qui est plus originale, qui est celle de la manipulation. Alors, manipulation, le terme il est un peu provocateur, il pose problème puisqu'il est très connoté. On pourrait parler d'influence, on pourrait parler d'accompagnement, Bon, il y a plein de termes qu'on pourrait utiliser pour contourner les connotations négatives du mot manipulation. Mais on va dire manipulation ou influence. Il est que si je fais un cas de scénario, mais si moi j'ai plein de données sur mon interlocuteur, mettons que j'essaie de vendre quelque chose à quelqu'un, et que j'ai plein de données sur son intimité, que je sache comment il se comporte, qu'est-ce qu'il aime, dans quel milieu il évolue, et qu'en plus je peux prédire un peu ses comportements à l'avance, ses désirs, je peux même prédire, de façon assez rétroactive, comment il va réagir à ce que je vais lui dire. Dans ce cas, on est forcément tenté, si on n'a pas de filtre moral ou éthique,
de faire en sorte qu'il ait le comportement voulu. C'est-à-dire qu'il achète le produit que je lui propose, qu'il aille à l'endroit que je lui indique, forcément. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le web, dans les entreprises et des technologies. C'est-à-dire que, à force de mathématiser un peu les comportements des gens, on est en capacité de plus ou moins les influencer dans leurs décisions. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple concret, ce sera plus simple. En 2014, il y a un site de rencontre très célèbre aux États-Unis qui s'appelle OkCupid, qui est un peu équivalent de Tinder sur Internet, et qui en fait propose donc de rencontrer des personnes. Donc on voit les photos, le profil, donc très classique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un score de match avec la personne. Donc est-ce qu'on est compatible avec la personne ou pas? Donc le score indique 90%, 10%, 30%, bon, peu importe. Et le patron de la boîte, d'OkCupid, s'est dit, est-ce que les gens sont des moutons? Voyons voir s'ils suivent ce qu'on leur recommande, c'est-à-dire ce que l'algorithme donne comme score, ou leurs propres instincts, leurs propres désirs, ou s'ils sont attirés par la personne selon ses photos, etc. Et il se trouve que les personnes ont plutôt suivi l'algorithme, donc ça interroge aussi sur notre rapport à ces choses-là. Mais il se trouve qu'il n'avait surtout pas anticipé qu'il se prendrait un retour de bâton assez sévère de la part des utilisateurs qui se sont sentis un petit peu violés dans leur intimité, parce qu'en gros, il s'est mis à manipuler tous les chiffres, tous les scores, et à mettre, par exemple, des gens qui avaient 10% de compatibilité, il leur a mis 90%. Des gens qui avaient 90%, il leur a mis 10%, juste pour voir s'ils allaient suivre donc l'algorithme ou leur propre conception de la personne qu'ils avaient en face d'eux. Donc là, ça s'est un peu lancé, c'est la première fois que le débat était si clairement posé de qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec les algorithmes en termes d'influence sur les gens et sur les comportements des gens et les limites éthiques de telles expériences. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est que le patron s'est fendu d'un article de blog qui ne s'excusait pas du tout et qui disait, mais les cocos, en gros, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, sur Internet, vous êtes tous les sujets de centaines de milliers d'expériences chaque jour. Donc là, le débat a été lancé. Surtout que 2 mois plus tard, Facebook a révélé, plus ou moins ingénument encore une fois, qu'il avait lui-même modifié le fil d'actualité de 700 000 personnes, presque 700 000 personnes, totalement arbitrairement, sans les prévenir évidemment. En gros, en surexposant les gens à des contenus à charge émotionnelle plutôt positive ou plutôt négative, différents types de contenus, pour en gros étudier leur réaction émotionnelle par rapport à ces contenus, voir la diffusion de ces contenus dans son réseau, voir qui étaient les relais un petit peu par rapport à ses amis, donc qui était un node un peu central dans son réseau. Et donc s'est mis à modifier le fil d'actualité, donc la perception que les gens avaient de Facebook, arbitrairement. Donc là encore une fois tollé, donc après Facebook a proposé de mener un débat critique et éthique sur le sujet, donc qui piloterait lui-même, donc c'est un petit peu encore une fois problématique. Mais voilà, donc là le débat est posé, et surtout que Facebook c'est un peu spécialiste de ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des choses très anodines que vous avez certainement croisées sur Facebook, qui sont en fait à la fois un enrichissement de l'expérience utilisateur, et en même temps sert les intérêts de Facebook qui sont de décoder un petit peu la mécanique comportementale des utilisateurs sur Facebook. Par exemple, quand ils incitent les gens à aller voter ou à s'inscrire sur les registres de donneurs d'organes, ils étudient aussi leur propre pouvoir d'influence, la diffusion de ces mécanismes, de même que quand ils proposent d'ajouter un filtre sur sa photo pour soutenir le droit des gays ou pour soutenir, pour soutenir les victimes des attentats de Paris, donc il y avait le fameux filtre tricolore sur sa photo à mettre, il y avait un petit bouton convertir en dessous de la photo, et en fait comme ça on pouvait voir qui avait une influence, qui avait converti qui en gros. Donc ça c'est toujours un peu à double tranchant, c'est-à-dire que à la fois on nous sert ça comme un enrichissement de l'expérience utilisateur, mais en même temps ça sert les intérêts de Facebook, qui sont au final qu'on reste le plus longtemps possible sur la plateforme, qu'on s'y sente le mieux possible, pour que ça reste une plateforme monopolistique évidemment, et puis que si possible on soit dans un état d'esprit propice à l'achat de produits qu'on nous propose. Donc voilà, donc Facebook c'est vraiment un bon exemple, mais il n'est vraiment pas le seul, on pourrait s'attarder encore une fois là-dessus, j'ai documenté dans mon livre que je vous invite à lire. Et là on revient vraiment à des théories, bon je ne vais pas m'attarder non plus là-dessus pour essayer d'être très concret, mais c'est ces choses qui ont été théorisées il y a très longtemps, dans les années 60 si je ne dis pas de bêtises, c'est le behaviorisme, l'apprentissage skinnérien, c'est surtout plein de techniques qui visent à voir comment en gros on peut empêcher un comportement de se produire ou au contraire favoriser un comportement. Donc, et là, en fait, on est typiquement dans des mécanismes qui sont de ce qu'on appelle du renforcement positif. Renforcement parce qu'on veut que le comportement souhaité se produise, et positif parce que généralement, on met une récompense derrière, on met quelque chose de ludique. Le contraire serait le renforcement négatif qui viserait à punir quelqu'un qui ne ferait pas comme on entend qu'il fasse. Mais ça, il y a aussi des techniques comme ça, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et là encore, la manipulation, elle va au-delà de ces choses qui paraissent peut-être un petit peu anodines. Aujourd'hui, on voit, je vais parler par exemple de la démocratie, on a vu beaucoup apparaître ces 2 dernières élections, on va dire, des plateformes et outils d'analyse, encore une fois, prédictive, d'algorithmes, qui visaient en fait à faire du marketing électoral algorithmique amélioré,
Et donc je vais revenir sur la campagne d'Obama de 2012, si je ne dis pas de bêtises, où il a dépensé quand même 100 millions de dollars dans son pôle technologie. 100 millions de dollars, c'est 5 fois le plafond en France, hein, juste pour mettre un peu les échelles. Et en fait, le pôle technologie, qui était peuplé de gens qui venaient des milieux plutôt commerciaux d'ailleurs, avait essayé de produire des logiciels, des outils qui permettaient en fait de détecter les électeurs qui étaient indécis, donc un peu comme les swing states, ceux qui sont susceptibles de basculer, qui avaient les électeurs susceptibles de basculer. Et en fait, l'idée, c'était de faire des algorithmes qui broyaient beaucoup de données qu'ils avaient achetées, parce que là-bas, c'est beaucoup plus facile qu'en France, et qui devaient détecter les gens susceptibles de passer dans le camp Obama, et ensuite pour contacter ces gens. Mais ça allait plus loin que ça. C'est-à-dire qu'après, on essayait de voir, encore une fois par des modèles, pour chaque personne, comment la contacter. Est-ce qu'il fallait l'appeler? Est-ce qu'il fallait la voir sur son palier? Est-ce qu'il fallait envoyer un mail? À quelle heure? À quel moment de la semaine? Et encore plus loin, il y avait l'idée derrière de savoir comment l'aborder, sur quel sujet. C'est-à-dire que selon son profil sociologique, on pouvait encore essayer de modéliser ça pour savoir quelle partie du programme aborder. C'est-à-dire est-ce que la personne s'intéresse plutôt à des enjeux internationaux, plutôt au terrorisme, aux mesures sociales d'Obama, et donc savoir au final comment marketer son programme électoral. Donc voilà, là on voit clairement des techniques qui sont initialement publicitaires, d'influence, de marketing, c'est ça la genèse du marketing, c'est de l'influence, se propager dans des secteurs qu'on n'attendait pas forcément. Et d'ailleurs, juste pour en finir sur le point de démocratie, il y a aussi un sociologue qui s'appelle Robert Epstein, qui a mené une enquête sur 4 pays pour voir en fait si un moteur de recherche qui serait en position quasi monopolistique, comme les Google en France par exemple, où 90% des recherches sont faites sur Google, pouvait en fait faire gagner une élection, pour le dire de façon provocatrice. Et en fait, ses conclusions, c'était que oui, dans un pays où la recherche serait, donc le moteur de recherche serait quasiment monopolistique, et que la course entre les deux candidats serait très serrée, eh bien, un moteur, on ne le cite pas, mais c'est Google, pourrait très facilement en fait faire basculer en surexposant, juste par un jeu d'algorithme, en surexposant un candidat ou un autre, des contenus plutôt positifs ou pas, tels journaux, il pourrait facilement en fait influencer le résultat d'une élection. Donc ça pose quand même la question de la puissance de ces acteurs. Et même s'ils ne sont pas, là je sais pas, c'est pas un truc complotiste, c'est-à-dire que je n'accuse personne de faire ça, mais ils ont ce pouvoir-là. Et donc à ce moment-là, il faut quand même se questionner sur comment est-ce qu'on régule ce pouvoir qui ne peut que s'amplifier avec le temps d'ailleurs, à l'avance. Parce que bon, c'est quand même dans une vie démocratique, savoir qu'un acteur seul pourrait influencer sans qu'on le sache trop, parce qu'après faire du rétro-engineering sur des moteurs comme Google, avec des centaines de milliers de points de données qui sont broyés, c'est impossible. Donc ça serait intéressant d'avoir ce débat. Donc en fait on est en train un petit peu de... Il y avait un rapport de la Maison Blanche qui était vachement intéressant qui s'appelait Scoring of America et qui en fait disait qu'on entrait dans une sorte de société du scoring, qui passe en rappeler un petit peu un épisode de Black Mirror où tout le monde se note, je ne sais pas si vous l'avez vu, assez célèbre maintenant, mais il y a quand même cette idée que de plus en plus de sphères de la vie sont en train d'être soumis à une logique d'évaluation algorithmique qui donne lieu à des scores. Et sur ces scores, on va avoir un traitement différencié. Par exemple, si vous faites un emprunt à la banque, par exemple, Facebook a passé un accord avec des banques pour qu'elles puissent consulter les données sur Facebook pour en fait faire elles-mêmes des traitements algorithmiques sur nos données et voir si on était quelqu'un qui était susceptible de bien rembourser son prêt ou pas. Donc après, pourquoi pas donc nous influencer dans le remboursement du prêt, mais aussi tout simplement axer les taux d'emprunt sur le profil qu'on a, sur le score qu'on a, qui est le fruit d'une évaluation algorithmique automatisée sur lequel personne n'a aujourd'hui aucun contrôle. Donc ça pose ces questions-là. Et il y a un autre secteur qui est aussi intéressant à suivre, c'est celui des assurances. Aujourd'hui, on voit arriver les assurances connectées pour les voitures et pour la santé. C'est assez intéressant de voir comment là aussi la logique se met en place, c'est-à-dire qu'on veut commencer par récolter des données. Donc qu'est-ce qu'on invente? On invente l'assurance connectée. Donc on met un bracelet. Alors aux États-Unis, ça devient très très populaire, surtout les entreprises qui payent les bracelets à leurs propres employés. On met un bracelet où on connecte le portable. Ça donne énormément de données à l'assureur, qui peut ensuite faire des modèles pour voir un petit peu, pour modéliser notre hygiène, notre mode de vie. Et l'idée, ensuite, c'est, bon là on est dans du renforcement positif, encore une fois, c'est qu'on va rendre la chose ludique et nous proposer des bonus ou des petites récompenses si on a des comportements souhaités. C'est-à-dire si on fait 1000 pas par jour, si on court 1 heure par semaine, et puis après on fait ça ludique, c'est-à-dire qu'on fait ça en compétition avec les amis, on peut se connecter à ses amis, etc. Et toutes ces petites récompenses, donc en fait, sont là pour essayer de faire en sorte que les assurés aient le comportement souhaité qui est rentable pour l'assureur, qui est une entreprise, qui a un objectif de rentabilité, c'est-à-dire que les personnes tombent moins malades.
et soit en meilleure santé. Donc, là, ça paraît bien. Sauf que dans la logique du bonus se cache derrière la logique du malus. Et il y a 3 ans, on disait non, 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 et si, ça commence déjà à arriver aux États-Unis. Déjà, on commence à voir émerger des malus, c'est-à-dire que si des gens font montre d'une hygiène trop déplorable, eh bien, ils se retrouvent avec des malus à payer à la fin du mois ou des primes diminuées, etc. Et puis ensuite, on peut aller encore plus loin dans la logique, c'est-à-dire que demain, on est tous un traitement différencié et qu'on sorte complètement de la mutualisation du risque que représentait l'assurance, c'est-à-dire qu'on paye tous et on partage le risque, vers quelque chose de très individualisé où chacun en fait a son score dynamique qui montre si on a une bonne hygiène ou pas à tel moment et qui indexe notre couverture là-dessus. Donc on est vraiment dans cette logique-là qui est quand même un petit peu inquiétante. Et donc là, j'aimerais bien sortir justement de tout ce que j'ai dit avant sur l'apprentissage, et ce qui n'est rien, etc. Et la manipulation, et arriver dans peut-être la big picture, comme disent les Américains, la vue macroscopique, qui est qu'en fait, de plus en plus de pans de la société sont en train de tomber sous cette logique-là. Bon, le discours est un peu dramatique, hein, mais il faut toujours un peu exagérer la chose pour la faire ressortir. Et au-delà même des assurances, des banques, de tout ce qu'on fait nous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les secteurs, par exemple, régaliens de l'État sont en train d'expérimenter des techniques similaires. Donc, par exemple, on voit émerger la police prédictive, des services sociaux prédictifs, on voit émerger la justice prédictive pour essayer de décider par algorithme si une personne a des grosses chances ou non de récidiver si on le relâche. La police prédictive, alors là, je vais m'attarder là-dessus peut-être, on a commencé par une approche assez spatiale de la ville, c'est-à-dire on corrèle différentes données, météorologiques, l'éclairage public, la voirie, le caractère sociologique du lieu, etc. Et en fait, un logiciel, dont il y en avait un, bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il y en a qui sont développés par IBM, il y a Predpol, il y a beaucoup de logiciels qui sont développés surtout en Amérique, mais aussi maintenant en Europe, qui visaient en fait à dynamiquement faire surgir des hotspots, donc des points chauds sur la ville, qui disaient qu'en gros, à ce moment-là, le caractère de dangerosité du lieu avait augmenté d'un coup, pour différentes raisons, encore une fois, corrélation de données, et donc ça justifiait l'envoi de patrouilles de police pour essayer de dissuader le crime de survenir. Et là encore, on a basculé d'une logique plutôt spatiale, dont on pourrait discuter, qui n'a pas que des défauts, vers une logique individuelle, c'est-à-dire qu'on a vu, encore aux États-Unis, émerger des hit lists, c'est-à-dire des gens mis sur liste rouge, parce qu'ils présentaient un fort caractère de dangerosité. Et par exemple, il y a un papier, un témoignage dans le Chicago Star, si je ne dis pas de bêtises, qui est très intéressant à ce niveau-là, puisque c'est là-bas qu'est testé notamment un algorithme qui vise les personnes et qui était développé plus ou moins entre l'université et la police locale. Et une personne a ouvert sa porte le matin, ça a toqué, et c'est un agent de police qui lui a dit « tenez-vous à carreau, faites surtout rien, quoi. Enfin, on vous a à l'œil ». La personne n'a pas trop compris. Et bon, il se trouve qu'après elle a témoigné, qu'il y a eu un peu une sorte d'enquête. Et il se trouve qu'en fait la personne était sur hitlist tout simplement parce que le modèle qui était derrière avait vu qu'elle avait été arrêtée avec une autre personne 5 ans plus tôt, je crois, pour détention de stupéfiants ou consommation de stupéfiants, je ne sais plus, et que cette même personne qui l'accompagnait venait d'être abattue dans une rixe de gang ou je ne sais plus quoi quelques jours auparavant, et que donc par degré d'association, ça faisait laisser supposer que la personne était peut-être elle aussi dans des gangs, et donc une personne dangereuse, et donc il fallait la mettre sur la hit list, une hit list de 500 personnes sur la ville. Voilà, donc là c'est quand même, bon, on est quand même dans une police préventive qui est assez inquiétante. Bon, tout le monde titrait Minority Report, mais bon, on n'est pas là, hein, je vous rassure, mais c'est quand même ce qui est mené aujourd'hui. Et en France, on pourrait trouver son pendant dans les boîtes noires de l'antiterrorisme, qui ont un petit peu défrayé la chronique l'année dernière, ou il y a 2 ans maintenant, qui était exactement la même logique, c'est-à-dire qu'on allait implanter des boîtes noires, en fait c'est des algorithmes, des systèmes automatisés algorithmiques, dans le réseau français, pour étudier la masse de données que contient le réseau. Je ne sais pas comment ils auraient réussi à faire, mais bon. Et l'idée, c'était qu'il y a un petit grelot pour les renseignements qui, en gros, sonnerait quand quelqu'un commencerait à montrer, sur le modèle, des signes de dangerosité ou de radicalisation, c'est-à-dire qu'elle pourrait commettre un acte terroriste. Donc là, encore une fois, il suffirait d'avoir tel comportement, d'acheter tel produit, de voir telle personne, d'être dans tel lieu, à tel endroit, et tac, ça sonne et vous êtes sur surveillance. C'est ça l'idée. Bon, là, encore une fois, les perspectives sont intéressantes. Et donc, on a quand même cette idée qui est un peu cybernétique. Bon, là, je ne vais pas encore m'attarder sur la théorie cybernétique qui remonte aux années 40, mais il y a quand même cette idée qu'on pourrait de plus en plus gouverner la cité, c'est-à-dire à la fois l'individu, mais aussi le collectif, par un système automatisé, intelligent, algorithmique, qui viendrait assurer la gestion de la cité. Un truc un petit peu saint-simonien, c'est-à-dire une saine administration des choses, où le politique n'a plus sa place, l'humain n'a plus sa place, et en fait on est juste dans une rationalité, une probabilité,
Si ça marche suffisamment souvent, c'est que c'est bien, donc on l'applique sans égard aux questions que ça pose par ailleurs, de discrimination, ce que je n'ai pas évoqué, mais il y a beaucoup de questions qui se posent à ce niveau-là, des chercheurs qui travaillent là-dessus, sur les discriminations raciales, discriminations sociales, les injustices qui peuvent en résulter. Mais peu importe, puisqu'au final ça marche, du moins ça marche suffisamment souvent pour que ça justifie qu'on le mette en place. Et donc peu à peu cette logique qui vise à remplacer toute la réflexion politique d'un peuple par une logique beaucoup plus technicienne, technocrate, basée sur des algorithmes. Et là on a quand même un exemple en miniature avec la Smart City. Smart City qui nous promet monts et merveilles, notamment sur des bonnes choses, c'est-à-dire par exemple l'économie sur les réseaux de chaleur, sur les réseaux d'énergie, toutes ces choses qui pourraient être optimisées pour une meilleure gestion de la cité. Mais ça se déplace aussi, on le voit dans des quartiers à Séoul comme Songdo, c'est des quartiers expérimentaux, où en fait on aurait des villes entières qui seraient sous une sorte de rationalité algorithmique et qui s'autogéreraient, que le trafic serait autogéré selon les conditions météorologiques, la pollution, selon le jour, si un événement sportif ou pas. Il y a des caméras qui prendraient en photo les infractions, qui débiteraient directement sur votre compte les pénalités. Tout est surveillé généralement dans ce genre de système. Donc voilà, on a quand même la Smart City, il faut toujours garder en tête que c'est quand même un exemple miniature de cybernétique et de cité en fait où il n'y a plus vraiment de choix politique. Je vais essayer d'abréger pour laisser la place à des questions. Oui, juste dernier exemple là-dessus, peut-être encore plus parlant, c'est en Chine. En Chine, il y a une expérimentation qui a été menée qui s'appelle le Crédit Sésame et qui est un peu la loupe grossissante du phénomène, puisque ça n'arriverait pas en France, ni en Occident, puisque les sociétés sont encore trop libérales. Mais ce qu'a fait la Chine, c'est qu'elle a fait un consortium d'entreprises, un accord avec un consortium d'entreprises, je crois que c'était 8 entreprises, principalement de la tech et des banques, avec l'État. Et l'idée, c'était que chacun soit un peu surveillé en toutes ses activités, donc dans ses activités bancaires, ses activités d'achat, ce qu'il dit sur les réseaux, qu'est-ce qu'il achète, est-ce qu'il achète bien Made in China ou est-ce qu'il achète japonais. Toutes ces petites choses seraient donc corrélées ensuite et donneraient un score de citoyenneté qui donnerait lieu à un traitement de faveur ou au contraire de défaveur, pourrait indexer le taux d'emprunt à la banque sur un prêt, ce genre de choses. Donc là, on a, et je vous invite à lire, je crois que c'est, je ne sais plus le journal, je le retrouverai plus tard, mais il y a un article qui vraiment parle de totalitarisme soft à la chinoise, je crois que c'est dans New Republic, et qui est vraiment intéressant parce qu'effectivement, on est vraiment dans cette perspective-là qui est impossible aujourd'hui dans les démocraties occidentales, mais qui montre quand même le bout de la logique, de cette logique en tout cas, et qui invite à réfléchir à ce qu'on veut bien laisser faire aujourd'hui chez nous et pas. Voilà, et juste pour conclure un peu plus largement, pour en revenir au débat sur la donnée, moi j'étais enfermé dans la donnée avec cette figure de Big Brother qui ne me satisfaisait pas, puisqu'à chaque fois qu'on arrivait sur la surveillance, on arrivait à Big Brother. Et pour moi, ça n'expliquait pas grand-chose. Et moi, j'y ai opposé une autre figure, ça vaut ce que ça vaut, mais c'était Big Mother. Parce que pour moi, ça explique mieux. Alors je vais peut-être expliquer que en langage foucaldien, donc de Foucault, avant on était en société disciplinaire. Donc ça correspondait un petit peu en philosophie du pouvoir à Big Brother, c'est-à-dire que le pouvoir était très vertical. C'était des milieux d'enfermement, on passait de l'école très autoritaire à la caserne, à la famille, à l'emploi. Donc c'était vraiment des milieux d'enfermement où on dressait les individus à être le bon rouage de la société qu'on attendait qu'ils soient. Et le mode d'exercice du pouvoir était très vertical, était des injonctions, des ordres à faire et des interdits donc pour tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et en fait, on se rend compte dans ces logiques-là qu'on est en train de sortir complètement de ça, que ça n'explique plus rien, et qu'on entre plus dans ce que aussi Foucault avait vu, et Deleuze après lui, des sociétés de contrôle, c'est-à-dire où l'exercice du pouvoir est beaucoup plus soft en fait. On nous force jamais à rien, on nous empêche vraiment jamais de rien, mais on nous incite en permanence. On fait du nudging, comme disaient les Anglais, du paternalisme libertaire, des petites poussées au bon moment. Et en fait, on nous incite à avoir les comportements avec le bon citoyen qu'on attend de nous, de façon assez subtile. Et c'est pour ça que j'ai parlé aussi de servitude volontaire. Bon, je ne suis pas revenu sur le titre, mais c'est un petit peu provocateur encore une fois. Mais c'est un peu cette idée quand même que, sans s'en rendre compte, on se laisse couler dans un mode d'exercice du pouvoir où on est exactement ce qu'on attend de nous, c'est-à-dire être des citoyens consommateurs. Et c'est pas si désagréable que ça au final. Le problème, donc encore une fois, c'est quand on regarde ce qui se passe par exemple en Chine, on voit quand même le bout de la logique est assez inquiétant. Et ça invite à réfléchir aussi à notre rapport à la politique quand on parle de collectif, le rapport à l'art ou à la culture quand on parle de bulles filtrantes,
au rapport à la société et au collectif, quand on parle d'assurances qui sont indexées sur chaque individu, sur son risque, qui nécessitent une autosurveillance de soi, un quantified self. Bon, tout ça, ça interroge, mais tout ça, pour moi, ce sont des mécanismes de pouvoir qu'il faut aujourd'hui faire ressortir et qui invitent aussi à sortir donc, du débat sur Big Brother et la donnée personnelle. Voilà, j'espère que j'ai été court. Je sais pas s'il y a des questions. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. En fait, une des raisons pour lesquelles tous ces gros sites, Google et compagnie, utilisent nos données et tout, c'est pour gagner de l'argent. C'est une grosse partie de comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent. Est-ce que c'est... là, ce que vous dénoncez, c'est un peu c'est l'utilisation éventuellement malveillante de nos données. Est-ce que c'est possible pour des entreprises comme ça de gagner de l'argent sans utiliser nos données comment est-ce que la technologie peut toujours gagner de l'argent et donc se développer en restant éthique ou bienveillante ou n'utilisant pas ce genre de données? Est-ce que peut-être tu peux répéter la question pour qu'on entende bien dans le micro pour nos camarades qui sont... Alors oui, est-ce qu'on pourrait avoir des entreprises qui feraient du business et de l'argent sans une exploitation algorithmique, corrélative, etc., des données abusives? Google marchait avant de faire de la personnalisation, donc on pourrait dire que ça peut marcher. Néanmoins, c'est clair que par exemple Google, 90% de ses bénéfices, c'est de la publicité, qu'elle justifie notamment ses encarts publicitaires par le fait qu'elle peut cibler la publicité sur les individus. Et le ciblage, c'est la résultante des algorithmes, des données, du traitement des données. Donc effectivement, ce serait susceptible aujourd'hui de s'effondrer complètement s'il sortait de cette logique-là. Maintenant, un autre point est possible, mais ça interroge. C'est-à-dire que c'est pas simple, il n'y a pas les méchants d'un côté d'entreprise qui voudraient manipuler. J'ai toujours essayé de sortir de ça dans mon bouquin aussi, de ne pas être manichéen là-dedans, et les gentils utilisateurs qui sont un peu niais et qui ne comprennent pas les enjeux. Par exemple, Google, il faut quand même voir que son algorithme est incroyablement puissant et pratique. Quand on fait une recherche Google et qu'on cherche quelque chose de très précis, qu'il nous trouve exactement le truc parce qu'il a traité l'historique de recherche, parce qu'il a corrélé les données, etc., on ne peut que remarquer que c'est génial. Et en même temps, ça interroge sur est-ce que j'avais vraiment envie que tout ce que je trouve soit exactement collé sur mon identité à moi. Alors pour quelque chose comme un moteur de recherche, c'est vrai que c'est moins évident à contester. Par contre, pour une plateforme par exemple comme Netflix, on va prendre Netflix, c'est beaucoup plus facile à contester. Parce qu'on peut quand même se dire que, et encore une fois, du côté de l'utilisateur, c'est-à-dire que je suis utilisateur, je dois m'interroger, non pas s'il y a un méchant en face de moi qui exploite mes données, mais plus la logique dans laquelle il me pousse est celle d'un consommateur qui consomme ce qui lui correspond déjà et qui en gros s'enferme dans une sorte de cycle auto-réalisateur de contenu. C'est sa logique. On peut avoir une autre logique, on peut avoir des acteurs qui proposent au contraire des algorithmes qui essaient de nous faire rebondir. On peut trouver des plateformes sans algorithmes qui pourraient marcher, juste par abonnement par exemple. Mais c'est aussi à l'utilisateur de s'interroger sur son rapport à la personnalisation. C'est-à-dire, on l'a tous fait, je pense, ici, mais on se met dans un tunnel YouTube à regarder la vidéo suggérée, puis l'autre vidéo suggérée, puis hop, on a passé 3 heures dessus. Ça nous est tous arrivé, je pense. Là, c'est quand même ce moment de s'interroger sur est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Est-ce que je n'ai pas plutôt envie, quand je cherche quelque chose, un film, d'appeler un ami, de demander un conseil, de regarder une fiche Wikipédia qui me fait une liste, voilà, ce genre de choses. Donc c'est une interrogation qui a double, qui est aussi celle de la personne, celle de l'entreprise. Mais là, par exemple, dans ce domaine-là, je pourrais très bien concevoir que des modèles économiques marchent très bien sans algorithme de personnalisation comme ceux que fait apparemment Netflix. Donc ça apprend peut-être aussi sectoriellement à chaque fois. Et tu le précises dans ton livre, en fait, ils arrivent à faire du marketing ou de la prédiction, de la personnalisation extrêmement bien faite, au point qu'ils rajoutent dans des sélections des choses complètement aléatoires parce que sinon ça devient vraiment flippant. Et donc en fait tu cites quelqu'un qui dit en fait il faut juste rajouter un tout petit peu d'aléatoire pour dissoudre l'aspect flippant de la personnalisation trop bien faite et oppressante au final. C'est ça qu'il y a la même chose dans la publicité ciblée. Il y a l'exemple qui est incroyable de Target qui essaie de détecter les femmes enceintes, les jeunes femmes enceintes, parce qu'en fait c'est des profils hyper rentables pour une chaîne de distribution.
Et ce qui était intéressant, donc ils avaient ciblé, ça avait fait un scandale parce que le père était venu au magasin en disant mais vous envoyez des photos pour femme enceinte à ma gamine qui avait 16 ans, etc. Finalement le père s'est excusé 3 jours plus tard parce que la gamine était bien enceinte. Voilà. Et en fait après ce que le gars qui avait fait l'algorithme, il s'appelait Andrew Paul je crois, qui expliquait un petit peu ce qu'il avait fait dans une interview, très ingénument disait ah mais oui mais c'est vrai que les gens flippent beaucoup quand ils se rendent compte qu'on les surveille et qu'on personnalise à fond toutes les publicités qu'on leur envoie. Alors du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on camoufle le ciblage et que pour une femme enceinte, on met un landau, à côté on met des verres à vin. Voilà. Et il disait ça très naturellement, hein, il ne se rendait pas compte. Donc du coup, ouais, il y a quand même une conscience aussi que effectivement les gens, quand ça devient évident, ils flippent. Quoi. Donc il y a quand même un problème. Ils achètent moins, c'est ça le problème. Ouais, voilà. Accessoirement. Je ne sais pas si j'ai répondu. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Il y a plusieurs. Vous ne parlez pas de solutions, donc il y a les solutions classiques et la réglementation. On peut dire on veut protéger l'individu. Donc, dans l'univers financier, par exemple, il y a des réglementations qui imposent aux gens qui gèrent l'argent de le faire pour le bien de la personne dont ils gèrent l'argent. C'est relativement encadré. On pourrait imaginer ça. C'est une solution. Voilà, est-ce que les politiques le font? Est-ce que la IPIVACI ou la GDPR vont vers ça et où on en est? Je ne sais pas si vous avez une vue là-dessus. Et après, c'est un peu décevant, il y a si que ça. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres méthodes plus peut-être populaires, d'un seul coup, à un moment donné, un éveil où massivement les gens se disent je ne veux plus être fliqué ou surveillé à ce point-là, et donc j'ai un comportement de boycott. Voilà. Enfin, je boycotte Facebook, Google, et ça se répand au profit d'un autre remplacement qui serait moins. Okay. Je ne sais pas si vous voyez des solutions émerger ou pas, réglementaires ou d'autres. Ouais, non, c'est un vaste sujet. En fait, moi, le bouquin, il est essentiellement critique. Il y a très peu de propositions parce que j'avais peur de noyer justement la propos critique par des propositions qui pouvaient taper à côté ou pas. Enfin, je n'ai pas réfléchi à ça. J'ai réfléchi quand même, mais entre-temps, il n'y aura jamais pour moi une solution unique. Hein. Ce n'est pas l'État qui va s'interposer entre nous et les méchants de plateforme. Ce n'est pas non plus l'individu qui du jour au lendemain va se réveiller tout seul et se dire voilà, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Bon, ce sera certainement un mélange de beaucoup de choses si ça se passe, espérons-le. Mais après, encore une fois, c'est très différent. Le problème, c'est que la logique est tellement partout que dans chaque secteur, elle pose des problèmes très différents et des réactions très différentes. Par exemple, le boycott, c'est facile pour Netflix. Effectivement, peut-être que plein de gens, au bout d'un moment, vont avoir marre, vont être saturés de trucs, de séries qui tournent toujours en boucle, de produits de consommation qu'on leur suggère, etc. Et c'est facile, finalement, peut-être à ce moment-là, de trouver une alternative ou de sortir de ce mode de consommation pour revenir à un mode plus simple de quartier, etc. Par contre, pour Facebook, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a, moi j'aime beaucoup le concept de Ivan Illich de monopole radical, c'est-à-dire qu'il y a certaines techniques qui, au bout d'un moment, deviennent système et en fait empêchent qu'on en sorte, c'est-à-dire qu'elles s'imposent à nous. Et aujourd'hui, Facebook, pour beaucoup de professions, pour beaucoup de gens, c'est impossible à boycotter. C'est-à-dire qu'on s'ampute socialement et peut-être professionnellement. Aujourd'hui, si on boycotte Facebook, alors on peut toujours régler les paramètres, essayer d'endiguer la casse, mais pour beaucoup de gens, et peut-être encore plus demain, on ne peut pas vraiment boycotter Facebook. Donc il y a je ne vais vraiment pas donner, je n'ai pas un kit clé en main pour les solutions, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question vraiment finement. Mais effectivement, les questions, et après les questions réglementaires. Aujourd'hui, on est complètement à l'ouest sur les questions réglementaires. Mais en même temps, on a en face des acteurs qui mettent en place des stratégies de fait accompli, qui visent clairement à doubler la législation nationale et le rythme de législation nationale pour légiférer, en gros changeant les technologies suffisamment, soit naturellement, soit parce que c'est intentionnel, pour faire en sorte que quand les propositions législatives, les digues législatives arrivent, c'est trop tard. Et on l'a vu avec le streaming, par exemple, quand on a mis 5 ans à légiférer sur le téléchargement illégal, peu importe ce qu'on en pense, et on arrive à avoir Adopi ou un mécanisme, peu importe encore ce qu'on en pense, qui empêche le téléchargement illégal, et en fait tout le monde est en streaming. Et c'est une zone grise et personne n'avait pensé au streaming. Donc on est toujours dans cette logique donc ça va être très très dur. S'il n'y a pas une prise de conscience de la classe politique sur ces sujets-là, de l'importance des sujets et de la façon de les aborder, s'il n'y a pas une prise de conscience populaire des questions de surveillance, mais aussi des questions plus éthiques du rapport au monde social, etc., à l'assurance, et s'il n'y a pas des journalistes qui font bien leur travail pour faire remonter ces problématiques-là au grand jour, s'il n'y a pas une conjonction en gros de tous ces facteurs, je vois mal comment on pourrait juste reposer sur un. Je voudrais rebondir sur cet aspect-là et sur la différence entre la vitesse d'évolution de la loi d'un côté et la vitesse d'évolution de l'entreprise qui va bricoler son algorithme pour échapper à la loi. Il y a quelques mois,
Google a eu des soucis avec Gmail parce qu'en fait, ils analysaient les courriers Gmail avant que l'utilisateur les ait lus. Et donc, sous la loi américaine, c'était une violation du secret de correspondance, puisque le prestataire technique Gmail analysait le courrier, l'ouvrait et l'analysait avant que la personne l'ait lu. Ça a commencé à déclencher un procès, et Google fait hop, 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 ils ont bidouillé l'algorithme, maintenant ils ne déchiffrent vos courriers qu'une fois qu'ils ont été affichés dans le truc. Donc ils les lisent toujours, hein, rassurez-vous, mais c'est dans la milliseconde qui suit l'affichage sur le webmail. Et donc, c'est plus de la violation du secret de la correspondance, puisque vous avez accepté que ça soit lu, et que c'est lu de toute façon après que vous-même vous ayez pu commencer à lire le courrier. Et là, le procès s'est effondré de lui-même. Gmail a fait même pas mal, et ils ont continué tel quel. Ils continuent à lire notre correspondance. Mais ils ont évité cet écueil légal, rien qu'en modifiant un tout petit peu leur technologie à une vitesse qu'ils savent faire et que la loi ne sait pas gérer. Par ailleurs, et pour être sur un aspect peut-être plus optimiste et positif, il y a un certain nombre de choses. Je suis d'accord avec toi qu'il faut qu'il y ait une conjonction de forces au niveau juridique, au niveau sociétal et au niveau technologique, mais c'est possible que ça arrive. Enfin, ça n'arrivera que si on décide que ça arrive déjà, en tant que citoyen. On voit la GDPR qui entre en fonction le 25 mai 2018, qui s'impose de façon identique à tous les pays européens et qui s'impose à tous les opérateurs qui font du business avec des gens qui sont en Europe. Donc ça marche aussi pour Google et Facebook. Et avec des arguments clés qui est qu'il peut y avoir des amendes jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial de la société si elle viole la GDPR. 4% du chiffre d'affaires mondial de Google ou de Facebook, je ne sais pas si vous imaginez le pognon que ça fait, mais on va rembourser la dette, mais vite fait, quoi. Donc c'est franchement dissuasif pour des géants. Donc des choses existent. Et puis plus modestement, ici, dans la communauté COSI, on est là pour que les choses arrivent, quoi. On est des informaticiens, on développe du code, on peut faire du cloud personnel. Je ne sais pas s'il sera adopté par 80% de la population mondiale, mais tant qu'on n'aura pas décidé de faire ce code nous-mêmes, et on est en train de le faire, avec des connecteurs, avec des applications, eh ben, on rend ça possible et on le propose en fait aux gens. Et à nous d'être assez smart pour c'est là que je glisse mon poil à gratter aussi, puisqu'on a déjà eu cette discussion qui t'avait pas trop plu, mais sur aussi l'ouverture au monde des ingénieurs et des développeurs et des codeurs, parce que je pense qu'il y en a ici. C'est vachement important aussi que tous les gens concernés du milieu, que ce soit les développeurs, les codeurs, les informaticiens, s'ouvrent aussi aux questions sociales, sociétales, politiques, économiques, qui sont les rebonds de leur technologie. Hein. Quand on travaille sur une plateforme de mise en relation des individus, que ce soit Uber ou autre, on a un impact social, un impact sociétal. Quand on travaille sur des messageries Gmail ou autre, on a un impact social. Il faut avoir conscience de ça, il faut s'ouvrir, ça arrive hein, de plus en plus. Il y a aussi des mouvements qui arrivent, par exemple Ethic by Design aux États-Unis, je crois, je ne sais plus comment s'appelle le mouvement exactement, de gens qui réfléchissent à comment refaire un design éthique qui ne bouffe pas le temps des gens, c'est-à-dire qui ne vole pas le temps par des mécanismes d'addiction. Parce que c'est très connu, ça encore, c'est comme c'est des pièces qu'on met. Comment est-ce qu'on évite les black patterns? Comment on évite ça pour faire en sorte que les gens ne soient pas pris à leur propre jeu, à passer tout leur temps sur une plateforme sans se rendre compte qu'ils sont complètement addicts. Bon, il y a quand même un débat qui émerge au sein de la communauté aussi des techniciens et qui est important. Et ça, c'est important que s'ils s'ouvrent au monde et aux conséquences de leur technique. Parce qu'elles ne sont pas neutres. Si vous êtes venus, c'est que c'est pour je pense qu'ici, c'est très bien. Super. Je crois qu'on va passer à la suite. Merci beaucoup, Philippe. Bon.
Ah oui, il faut peut-être l'allumer, lui. Ça fonctionne Ouais. Bon. Ouais, alors ça, c'est pas normal, ça. Alors, là, je voulais, vous savez, là, traditionnellement, on y était, c'était bon. Patience. Tiens, recache-le. En plus, Chrome, tu peux quitter. Voilà. Donc, traditionnellement, on commence les présentations de Cozy avec une présentation de Cozy, parce que tout le monde ici, enfin, peut-être je sais qu'il y a des gens que je ne connais pas dans cette salle, qui ne connaissent pas bien de quoi ce qu'on fait chez Cozy, et donc je fais généralement une courte introduction à ce que c'est que Cozy Cloud. Eh bien, la semaine prochaine, on va à Futur en scène, qui est un grand événement francilien autour du futur et de la technologie, et on a été invité à présenter quelque chose. Et du coup, j'ai voulu vous présenter cette même présentation, un peu comme une répétition en exclusivité pour la communauté Cozy, si vous voulez, en avance de phase. Donc c'est pour ça qu'on va avoir des slides Futur en scène, avec des logos Futur en scène, pour vous ce soir, avant qu'on ne les montre la semaine prochaine. Alors pour l'instant, il y a juste moi et puis il y a Zoé qui fera une démonstration ensuite. Non, c'est pas toi, finalement c'est Pierre, je ne sais plus, c'est pas grave. Et Pierre et Zoé qui feront une démonstration et une présentation, et on n'aura pas la Maïf et la Fing qui seront la semaine prochaine avec moi sur scène. Alors on va commencer par enfoncer les portes ouvertes, histoire que tout le monde se sente à l'aise. Un smartphone est un ordinateur. Hein. Aujourd'hui, on a une audience qui est plus technique que celle de la semaine prochaine, donc je commence par des évidences. Mais ce smartphone, il est bardé de capteurs, il génère beaucoup plus de données. C'est à mettre en perspective avec, pour ceux qui l'ont connu, celle où les PC étaient beiges et on les mettait sous un bureau. Et les données qu'on mettait dedans, c'était celles qu'on tapait avec un clavier. Bon, aujourd'hui, l'ordinateur de tout le monde, c'est un smartphone. Et il y a un accéléromètre, un GPS, une boussole, 2 caméras vidéo, plusieurs micros. Et ça génère bien plus de données qu'à l'époque du PC beige. Des données qui sont évidemment personnelles et qui sont captées par des grandes plateformes parce que ça leur apporte beaucoup d'argent. Ça leur permet d'une part de faire de la personnalisation qui permet de retenir l'utilisateur, et aussi de gagner de l'argent avec de la publicité ciblée. Ça, c'est une copie d'écran de l'application Facebook sur Android il y a 2 ans, où sur mon Android, j'avais commencé à installer Facebook, et il me disait, voilà, donc Facebook doit avoir accès aux éléments suivants. Je ne les lise pas tous, c'est trop long, mais en gros, il veut lire mon agenda, mes contacts, qui va se dépêcher d'uploader vers facebook.com, ma position GPS, il veut lire mes textos, savoir qui j'appelle et avoir accès à tous mes documents, photos, vidéos et compagnie. Et ce bouton vert, vert comme l'espoir, vert comme le feu vert qui me dit d'aller de l'avant, qui me dit accepter, allez-y, tout va bien. J'ai jamais pu cliquer sur ce bouton. C'était décemment pas possible.
surtout pour Facebook, quoi. Enfin, je veux dire, si à la limite c'était, mais pour Facebook, je ne pouvais pas. Donc, j'ai pas cliqué sur ce bouton. J'ai fait une copie d'écran et puis j'ai annulé cette installation. C'était au-dessus de mes forces. Mais ça prouve bien qu'ils veulent vraiment me pomper toutes mes données dans mon téléphone, qui est ce que j'ai tout le temps avec moi et qui génère beaucoup de données. Alors, on va dire, ouais, mais Nito, il n'aime pas Facebook, tout ça. C'est vrai, mais Google fait pas mieux. Alors ça, c'est le jour, c'est le 2 décembre 2014, le jour où j'ai commencé, enfin où j'ai décidé d'écrire mon livre Surveillance. Donc ça, c'est et à l'époque j'habitais là. Je suis allé à un rendez-vous dans le 16e. Ensuite j'ai marché, j'ai pris le métro. Il m'a suivi là, comme ça, jusqu'à République. Alors c'est une ligne droite parce que le GPS passe pas dans le métro. Mais il a vu où je suis rentré, il a vu où je suis sorti, il en a déduit une ligne droite. Après, je suis allé me promener à République. Ensuite, j'ai enregistré une émission chez No Life, qui à l'époque était là. Et ensuite, je suis rentré à pied au bureau. À l'époque, je travaillais chez Mozilla. Et le soir, je suis rentré chez moi en métro, donc encore une ligne droite, et je suis descendu ici pour rentrer chez moi. Donc, il sait tout. Et ça, c'est dans les serveurs de Google. Vous voyez, je suis allé le chercher sur google.com/location history. Si vous cherchez d'ailleurs Google Location History pour vous, parce que vous avez Google Maps sur votre téléphone et que vous n'avez pas désactivé le GPS, ben Google, depuis des années, enregistre ça pour vous. Voilà. Donc, il capte aussi vos données. Aussi pour vous retenir et vous proposer de la publicité ciblée qui se vend mieux que de la publicité pas ciblée. Seulement ça ne plaît pas beaucoup aux gens. Il y a un baromètre de l'intrusion qui a été fait par Publicis ETO et qui dit que en fait, les gens ils détestent ça. Ils détestent que les marques captent des données à leur sujet. Ils détestent qu'elles en sachent trop sur eux. Et donc en fait, on n'aime pas ça. On est bien obligé de le faire si on veut utiliser les technologies, mais on n'a pas trop le choix. Alors maintenant, je vais inévitablement vous raconter une histoire de cochon, parce que c'est mon côté rural. Donc, qui connaît l'histoire des cochons dans cette salle? Ça va être horrible, levez la main. Ah, il y en a quand même qui ne connaissent pas, c'est bon, il y a de l'espoir. Donc voilà, je vous présente deux cochons qui discutent entre eux. Et ces deux cochons sont très copains. Et il y en a un qui dit à l'autre, je suis très très content d'être là, parce que la nourriture est gratuite. Et l'autre lui répond, ouais, je suis très très content parce que non seulement la nourriture est gratuite, mais en plus on est logé gratuitement, vous voyez. Et vraiment, les cochons sont très très heureux jusqu'au jour où ils sont débités en tranches de saucisson. Bon, si vous mangez pas de porc, c'est pas grave, ça marche avec les poulets aussi, hein. C'est exactement la même technique. Ce qui est juste étonnant, c'est que évidemment, nous, on sait comment ça marche, l'industrie agroalimentaire. On sait bien que les cochons ne sont pas les clients du fermier. Ce qui est drôle, c'est que les cochons puissent s'imaginer qu'ils sont les clients du fermier. C'est ça qui est vraiment en décalage. C'est très étrange, tout ça. D'accord. Sauf qu'on imagine qu'on est les clients de Facebook et de Google, alors que non. C'est quand la dernière fois que vous avez envoyé un chèque à Facebook pour régler votre abonnement? Jamais. Jamais. C'est même marqué sur la page d'accueil de Facebook. Facebook, c'est gratuit et ça le restera toujours. C'est parce qu'on n'est pas les clients de Facebook. Les clients de Facebook, c'est les annonceurs. C'est ceux qui font des chèques. C'est ceux qui font vivre Facebook vraiment. Nous, on n'est que la matière première de Facebook. Et d'ailleurs, en fait, on leur a refilé toutes nos données. Et Facebook, ça coûte 3 € par personne et par an à faire fonctionner. Je me suis farci la comptabilité de Facebook qui est publique sur les sites de finance et j'ai fait le calcul entre ce qu'ils dépensent et leur nombre d'utilisateurs. Ça fait 3 € par personne et par an, recherche et développement compris. C'est-à-dire la création de l'application Facebook, plus les data centers, plus tous les coûts annexes, plus les investissements sur des tas de choses qui n'ont rien à voir, ça leur coûte 3 € par personne et par an. Et ça leur rapporte infiniment plus. Donc en fait, on est bien les cochons du numérique qu'on finit en saucisson. Seulement, ce capitalisme de la surveillance, c'est le nom qui lui est donné, ça n'est pas une fatalité. On peut très bien imaginer une approche alternative. Elle reste à inventer. Et voilà le modèle actuel
Hein, ça, ce sont des silos. Des silos, en fait, c'est pour stocker du grain. Et c'est métaphoriquement, c'est là où on stocke nos données. Et là, je suis tombé une fois sur des silos magnifiques, tout brillants, tout neufs. Et il y en avait 4, comme les initiales de GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple. Et c'est ça. Aujourd'hui, on stocke énormément de données de façon centralisée dans quelques énormes data centers. Mais il y a une autre solution, qui est un modèle à venir qu'on essaye de faire émerger chez Cozy Cloud, qui est celui du cloud personnel. Et au lieu d'avoir des silos immenses qui sont hauts comme plusieurs immeubles, eh bien, on va stocker nos données, chacun chez nous, dans notre contenant, à nous, personnalisé. C'est pour ça qu'ils sont de différentes couleurs, de différentes tailles, etc. Et il y aura une multitude de ces contenants où chacun sera seul à accéder à la donnée qui est chez lui. Alors comment ça fonctionne en fait? Avec un Cozy, on va synchroniser les appareils entre eux. Pour l'instant, on va le voir, on a des clients pour des PC, pour des mobiles et plus dans le futur. Et dans un deuxième temps, on va pouvoir importer des données qui viennent de tiers. Ça va être des gens comme Trainline, votre fournisseur d'accès Internet, de mobile, éventuellement votre banque, fournisseur de santé, de commerce électronique, etc. Ensuite, ça donne un accès plus rapide aux données partout, puisqu'évidemment elles sont synchronisées entre nos appareils et avec un accès sur l'ensemble de nos données. Et en plus, on va y rajouter des algorithmes au sein de ce cloud personnel. À cet endroit-là, au milieu de nos données personnelles, on va pouvoir installer des algorithmes, des applications qui vont pouvoir offrir des services, déjà accéder à nos données et exploiter ces données pour en faire quelque chose d'actionnable. Et justement, on va faire une démonstration pour voir ce qu'il en est, si ça marche. Quand je vois la tête de Pierre, je me dis que ça ne va pas marcher. Je prends le micro. Ah oui, c'est mal. Waouh. Donc, tu as besoin de quoi avec HDMI, ça te suffit là? Bonsoir à tous, bonsoir Internet. C'est très bizarre de faire ça. Avant que Zoé nous fasse une démo, on voulait passer un peu de temps pour vous faire un point d'étape, un point d'avancée de la refonte de Cozy. Parce que je ne sais pas si... Enfin, je pense que certains d'entre vous sont au courant, je le sais même. On a lancé une refonte du back de Cozy il y a maintenant 9 mois. Génial. On a décidé de passer de Node.js à Go, notamment pour des questions de scalabilité. Et donc, je vais vous montrer la roadmap tant qu'à faire. Et donc, on a commencé en novembre dernier. Et la première étape de cette refonte, c'était donc fin mars 2017, il y a maintenant quelques mois, où plutôt que de repartir dans un tunnel de développement super long où on allait reprendre chacune des applications de la plateforme Cozy à l'identique, on a décidé de plutôt faire les choses de manière agile et de repartir sur un set d'applications plus réduit. Comme ça, quand on représente quand le back était fini finalement, on a pu repartir avec une nouvelle version. Du coup, on est parti sur un cas d'usage centré autour de la synchronisation de fichiers et de photos. Et donc, en mars 2017, on vous avait promis, et on a donc livré, une application fichiers et photos qui donc sont compatibles avec Cozy V3. La stack était donc disponible en alpha. On a accueilli une vingtaine d'alpha-testeurs qui nous ont fait de
très nombreux et très précieux retours sur justement cette version alpha. Et c'était possible de synchroniser des fichiers avec Mac, OS et Android. Et finalement, on avait réussi aussi à quasiment finir Windows à l'époque. Et on avait l'application iOS disponible en bêta. Et là, donc on est fin mai, même début juin du coup. Et on avait comme objectif, du coup, de faire une application, donc Mes-Comptes, compatible avec COSI V3. Mes-Comptes, c'est une application qui permet de connecter automatiquement et de récupérer automatiquement toutes ces factures, notamment, et d'une manière plus générale, toutes ces données pour les rapatrier dans le COSI. On avait décidé de faire donc un début de migration des COSI donc, en bêta vers la version 3, donc en fait de l'ancienne version vers la version actuelle. Et du coup, la synchronisation avec notamment donc, le client Windows. Et en gros, aujourd'hui, il se trouve que l'application Mes-Comptes avec COSI V3 est disponible. Zoé va vous le montrer tout à l'heure. J'ai mis un bonhomme qui est ni content ni triste parce qu'on a quasiment fait un début de migration des bêtas actuelles. En fait, ce soir, si vous le souhaitez, vous pourrez nous laisser votre adresse email et on vous donnera un COSI courant de semaine prochaine ou celle d'après, en avant-première finalement, pour que vous puissiez tester la nouvelle version. Donc, on n'est pas à fin mai, mais on est début juin, c'est pas mal. Et la synchronisation des fichiers photos et vidéos avec Windows et iOS est possible. Je vais vous l'expliquer plus en détail juste tout à l'heure. Merci. Donc, plongeons un peu dans ce qu'on avait décidé, ce sur quoi on a travaillé ces 3 derniers mois, donc sur cet objectif d'avoir un COSI qui permet l'agrégation de données. Donc, on a travaillé sur files et photos. Donc ça, vous le verrez tout à l'heure en démo. Ça, c'est la nouvelle interface, pour ceux qui connaissaient l'ancienne. On a décidé du coup de profiter pour en refaire une interface beaucoup plus moderne. Et donc, il est possible... donc, il y a notamment une application photo qui n'y avait pas dans l'ancienne version, qui permet notamment la gestion et le partage d'un album avec qui vous voulez. Et des actions classiques de renommage et de déplaçage des photos et des dossiers. Ensuite, donc l'application desktop qui est disponible pour synchroniser donc son COSI avec les fichiers de son ordinateur avec son COSI et inversement, exactement comme peut le faire un Dropbox ou un Google Drive par exemple. Disponible donc sur macOS et sur Windows. On est encore en train de travailler sur le client Linux, mais Zoé en parlera mieux que moi juste après. Ensuite, une nouvelle application mobile qui est disponible donc sur iOS et sur Android. Application qui permet de consulter ses fichiers et de synchroniser automatiquement, notamment ses photos, pour arrêter de les donner à nos amis de Google ou d'Apple, par exemple. Et enfin, COSI Collect, qui en fait, pour ceux d'entre vous qui ont utilisé l'ancienne version, s'appelait Mes-Comptes. On a décidé de renommer l'application parce que Mes-Comptes pouvait être un peu apporter de la confusion. On ne savait pas si on parlait des comptes de la plateforme, enfin voilà. Donc on a préféré l'appeler COSI Collect parce que finalement sa fonction première c'est de collecter des données dans le COSI. Donc on a migré l'application. Une fois que l'application était migrée, on en a profité aussi pour migrer les connecteurs en se concentrant principalement sur les connecteurs de téléphone et d'internet. Et on est constamment en train de travailler sur des nouveaux connecteurs. Et les connecteurs sont aussi disponibles en interapp. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, si vous voulez connecter un compte, vous pouvez le faire depuis l'application COSI Collect, mais c'est aussi possible directement au sein d'une application tierce. Par exemple, imaginons que j'ai une application numéricable, et bien directement en me connectant sur mon application numéricable, je rentre mes identifiants et la collecte de données commence. Et enfin, on a aussi profité de retravailler l'onboarding. Donc maintenant, quand on arrive sur COSI, une fois qu'on s'est inscrit, on va arriver sur COSI Collect, justement. Et on a retravaillé tout un mini tutoriel de découverte pour expliquer en 2 étapes ce que fait COSI Collect et ce que fait rapidement la plateforme. Et maintenant, c'est au tour de Zoé pour la démo. Je vais me prendre une chaise. Merci. Ouais, je veux bien une chaise. Hop. Bonjour à tous. Ça doit passer. Je m'assois, c'est plus simple. Alors, du coup, effectivement, maintenant qu'on...
que Pierre vous a un petit peu présenté les nouveautés qu'on avait pu faire sur ces 3 derniers mois. Rien ne vaut une petite démonstration de comment ça fonctionne. Donc là, je suis sur mon COSI. Donc vous pouvez voir, c'est mon URL, démo Zoé. J'arrive, donc bienvenue Zoé. Je vais pouvoir me connecter sur mon COSI. Hop. À ce moment-là, j'arrive sur l'application Drive, donc qui est notre application de fichiers qui permet comme un Drive classique, qui va me permettre de gérer mes différents fichiers, de pouvoir les déplacer, renommer, etc., etc. Une des grosses nouveautés par rapport à l'ancienne version pour les gens qui avaient l'ancienne version de COSI, c'est qu'on a mis en place un système de corbeille qui va permettre d'éviter de supprimer sans faire exprès ces fichiers. C'est toujours pratique de pouvoir s'assurer ça. Et donc du coup, donc là c'est mon application sur mon COSI et elle est synchronisée sur mon ordinateur. Donc je vais pouvoir retrouver mes différents dossiers quand je veux travailler en local. Si j'ai pas de connexion internet, je vais pouvoir travailler sur mes fichiers et ça va être synchronisé. Si par exemple je m'amuse à rajouter un dossier, on va mettre Talent. Si je retourne sur mon Drive, hop, je vais retrouver mon dossier qui a effectivement été bien synchronisé, ce qui me permet donc de toujours pouvoir récupérer mes différents fichiers et dossiers. Et donc du coup, dans l'idée, donc ça c'est plus la partie vraiment plus Dropbox, donc qui était sur notre premier petit scope. Et donc là, l'idée, c'est non seulement de synchroniser effectivement ces fichiers et dossiers à travers ces différents appareils, donc à la fois le desktop et le mobile, mais aussi de récupérer ces données. Donc le fameux Cozy Collect. Donc du coup, on le retrouve ici. Donc Cozy Collect, ce que ça vous permet, donc pour l'instant, c'est essentiellement des factures. Mais l'idée, ça va être évidemment d'augmenter de plus en plus les différents services où vous allez pouvoir récupérer vos données. Donc là, on retrouve tous les services sur lesquels on peut aller récupérer des données donc de l'extérieur pour les mettre dans son COSI. Donc ça se forme sous cette forme-là. Donc vous mettez vos identifiants, donc là en l'occurrence le mail, le mot de passe. On a une petite présentation des différentes données qui vont être récupérées par le connecteur. Donc du coup, par exemple, là, si pour EDF, je vais récupérer mes factures, mes contrats et ma consommation d'énergie. Donc par exemple, là, je me suis configuré mon compte Trainline, donc qui me permet de récupérer mes différentes factures quand je prends le train. Et donc on peut aller voir que sur mon Cozy Drive, il m'a rangé automatiquement dans mon dossier administratif Trainline toutes mes factures de Trainline, et donc du coup il va pouvoir récupérer régulièrement pour aller dès que j'ai une nouvelle facture pour aller les récupérer, le synchroniser sur COSI, et donc du coup moi je vais aussi l'avoir en local puisque je l'ai sur mon ordinateur. Les fichiers sont également sur donc l'application mobile, donc ça je pourrais pas vous le montrer, j'ai une tablette, mais ça reste un peu petit. Pour autant, donc l'application tablette permet, l'application mobile, pardon, à la fois donc de récupérer des fichiers en local, mais aussi de sauvegarder ses photos. Et j'ai pris une petite photo tout à l'heure de vous. Et donc du coup, on peut voir que si je vais sur photo, je retrouve ma petite photo que j'ai synchronisée tout à l'heure. C'est un peu lent, par mon réseau. Ça marchait bien tout à l'heure. Voilà. Et donc du coup, automatiquement, ma photo, donc je l'ai prise avec la tablette qui est juste là, qui se synchronise avec mon COSI, et donc je vais récupérer ma photo directement dans mon COSI, ce qui me permet de sauvegarder mes différentes photos. Et donc à partir de là, si je le souhaite, je vais pouvoir créer un album, mon album, dans mon COSI, et le récupérer dans mes différents albums, où je vais pouvoir du coup gérer mes photos comme une application de gestion de photos. Donc voilà un peu pour donc la partie donc agrégation de données, Dropbox, synchronisation des données et récupération. Donc ça c'est où on en est. Donc je suis sur une vraie, c'est pas une instance de démo, elle s'appelle Démo Zoé, mais c'est les vraies instances donc que vous aurez en bêta. Il n'y a pas de triche dans ma démo. Et donc du coup, maintenant qu'on a vu un petit peu où on en était et ce qui fonctionnait, etc., qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi la suite? Donc du coup, ce qui va arriver, il y a plusieurs choses. Déjà, on va améliorer donc l'existant, parce que là c'est bien, on a une application de fichiers, photos, etc., mais il nous reste encore plein de choses pour pouvoir améliorer ces différentes applications-là.
Donc la première chose, ça va être tout simplement d'augmenter le nombre de connecteurs, puisque pour l'instant, on a mis en place tout le système qui permet effectivement de récupérer et d'exécuter les différents connecteurs. Mais plus le nombre de connecteurs et le nombre de services disponibles est important, plus ça a de la valeur et on va pouvoir récupérer ces différents services. Donc on a une première partie qui va être vraiment sur étoffer le nombre de services disponibles via l'application Cozy Collect. Également, mettre en place une recherche. Donc, on va sûrement commencer par une recherche sur les noms des fichiers ou ce genre de choses, mais commencer à avoir déjà une recherche dans son Cozy pour, entre autres, les fichiers. On a très rapidement un nombre de fichiers assez important, donc pouvoir très facilement aller les récupérer. L'autre fonctionnalité qu'on va ajouter assez rapidement, c'est le partage. Donc 2 types de partage, soit le partage par lien. Donc vraiment, je génère un lien, je le partage à un groupe de personnes ou une personne, et toutes les personnes qui ont accès à ce lien-là, même s'il a une chaîne de caractères très longue, vont pouvoir accéder soit en lecture, soit en écriture sur donc aux fichiers ou aux albums photos directement sur mon Cozy, mais aussi un partage Cozy à Cozy, où du coup je vais pouvoir partager à quelqu'un, un ami, un membre de ma famille qui a lui-même un Cozy, et donc du coup les données vont être synchronisées du Cozy à l'autre, ce qui permet de partager, d'avoir un dossier, et chacun va avoir le dossier vraiment dans son Cozy qui est synchronisé avec son ordinateur ou son mobile s'il le souhaite. Et l'autre point, là c'est plutôt au niveau de la plateforme qu'on va améliorer ça, c'est le fait de visualiser les communications qui sortent des applications. Le principe, c'est que donc, actuellement, notre plateforme, au niveau sécurité, ce qu'elle gère par application, c'est les droits. L'application va demander les droits sur les données auxquelles elle accède en local. Donc, elle va demander, par exemple, l'application Drive, elle accède aux fichiers, aux dossiers, ce genre de choses. Sauf que la vraie question, si on veut être sûr que l'application ne fait pas n'importe quoi avec nos données, la vraie question n'est pas tant de savoir à quoi accède l'application locale que de savoir qu'est-ce qu'elle envoie à l'extérieur. Parce que si une application accède à ses contacts mais que ça reste chez soi en local, limite c'est pas très gênant. Ce qui est vraiment gênant, c'est si elle s'amuse à accéder aux contacts et à aller renvoyer tous les contacts sur les serveurs, sur un serveur d'un service, et où là du coup on a effectivement réellement perdu la main sur nos données. Donc du coup, on va mettre en place un système qui va permettre aux utilisateurs de pouvoir visualiser ce que fait l'application réellement et ce qu'elle sort vers l'extérieur, ce qui va pouvoir nous permettre, les applications vont s'engager à soit pas sortir de données ou soit sortir telle donnée pour telle raison. Et donc du coup, on pourra effectivement aller vérifier que ce qu'elles disent, elles le font, et si besoin, on pourra les retirer, etc. Ce qui permet d'avoir, de pouvoir s'assurer que les applications font bien ce qu'elles disent, et où si elles s'engagent à n'envoyer aucune donnée à l'extérieur, elles le font réellement. Donc ça permet d'outiller les utilisateurs pour vérifier, pour surveiller les différentes applications. Ensuite, au niveau application, donc ce qu'on va rajouter en premier lieu, ce sera un agrégateur bancaire. Donc du coup, un agrégateur bancaire, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une application qui permet de récupérer différents comptes bancaires. Donc c'est toujours cette idée de pouvoir récupérer ces données chez soi. Donc là, on va pouvoir, si on a des comptes par exemple dans différentes banques, pouvoir les récupérer sur son Cozy et les catégoriser, les gérer, etc. On a décidé de mettre cette application assez tôt dans notre feuille de route, en grande partie parce qu'on avait anciennement, donc dans l'ancienne version de Cozy, on avait une application qui était un agrégateur bancaire. Et il se trouve que c'est l'application qui était la plus utilisée sur l'ancienne version, donc où les gens avaient vraiment un appétit pour cette application-là. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de le remettre assez vite pour que les personnes qui utilisaient effectivement dans l'ancienne version l'ancienne application bancaire puissent rapidement pouvoir la réutiliser dans notre nouvelle version. La deuxième application ou gros chantier pour les mois qui arrivent, c'est de rajouter un store, puisque là, vous avez pu voir, on a donc une application fichier, une application photo, une application qui permet de récupérer ces données, mais on n'a plus la possibilité d'installer des applications, les désinstaller, les gérer. Et donc, l'idée, c'est de rajouter donc, ce marketplace, ce store, vraiment comme sur une application Android ou iOS, ce qui va permettre de pouvoir réouvrir la plateforme et donc de pouvoir installer, où l'utilisateur va pouvoir installer les applications qu'il souhaite et avoir vraiment une plateforme au sens avec une ouverture, ce qu'on a un petit peu perdu puisqu'on n'avait pas eu le temps de s'occuper du store. Donc c'est pour ça que pareil, cette application-là arrive assez vite.
Et la dernière, c'est une application de gestionnaire de mots de passe, donc KeePass ou LastPass pour les personnes qui utiliseraient des gestionnaires de mots de passe. Pour les autres personnes, l'idée, c'est une application qui va permettre de sauvegarder ces mots de passe de différents services pour pouvoir les réutiliser, ne pas les perdre et avoir des mots de passe sécurisés puisqu'on n'a pas besoin de les retenir et de ne pas utiliser le même mot de passe à chaque service accessoirement. Et cette application-là, on l'a mis pareil assez tôt, en grande partie parce que puisqu'on est assez focalisé sur Cozy Collect, donc le fait de pouvoir récupérer ces données, on a une grosse problématique qui est que tout le monde ne connaît pas bien ses identifiants, c'est pas forcément évident d'aller les récupérer, les identifiants EDF ou autres. Et donc du coup, cette application-là va pouvoir très bien s'intégrer avec le produit qu'on a actuellement, donc vraiment la partie Cozy Collect, l'agrégateur bancaire qui utilise également Cozy Collect via les connecteurs bancaires. Et donc du coup, faciliter très facilement pour l'utilisateur le fait d'aller récupérer ses identifiants pour pouvoir configurer son Cozy et récupérer ses différentes données. Ensuite, au niveau mobile, donc du coup, on va faire pas mal de changements, pas mal de nouveautés. Donc le premier sera le fait d'améliorer notre application actuelle, donc qui est l'application Drive, donc qui permet de lire ces différents fichiers, de synchroniser ces photos. On a encore pas mal d'améliorations à faire dessus pour que ce soit vraiment fonctionnel et qu'elle soit complètement mature. Et à côté de ça, on va rajouter 2 nouvelles applications mobiles, donc disponibles vraiment dans les stores, que ce soit iOS ou Apple, iOS ou Android, pardon. Donc il y a 2 applications qu'on va rajouter. L'application photo, donc celle que vous avez vue en web, mais en version mobile, donc installable sur les stores et où les données sont récupérées en local, ce qui fait qu'on peut gérer ces données même si on n'a pas de réseau. Il y a vraiment une synchronisation. Et également l'application banque, donc l'agrégateur bancaire sera disponible à la fois en web et aussi au niveau mobile, et donc du coup qui permet aussi d'avoir des notifications si on le souhaite sur son mobile, ce genre de choses. Et pour finir, on va enfin s'occuper de la partie auto-hébergement. Donc du coup là, on commence à avoir un scope suffisamment grand pour pouvoir offrir la possibilité de s'auto-héberger pour les gens qui le souhaiteraient et qui étaient auto-hébergés sur la version précédente. Donc du coup, ça va aussi faire partie des fonctionnalités qu'on va ajouter sur cette milestone-là. Et donc du coup, on pourra s'auto-héberger à partir de septembre. Donc voilà un peu pour les nouveautés. Et il se trouve que dans les différentes nouveautés, donc l'agrégateur bancaire entre autres, on doit donc y travailler et le publier sur les mois qui arrivent. Pour autant, on a déjà pas mal commencé à travailler dessus. Donc du coup, c'est pas encore officiel, c'est pas encore en production pour le coup ce que je vais vous montrer. Mais on s'est dit que comme vous étiez venu au Meetup, c'était mieux ça pouvait être bien pour vous de voir un petit peu ce que ça aurait comme tête et sur quoi on était parti. Donc du coup, je vous présente le futur application bancaire de Cozy. Donc l'idée, comme je vous disais, ça va être de récupérer ces différents comptes bancaires avec du coup les lignes, les différentes dépenses. Donc on les retrouve ici. On peut évidemment catégoriser ces différentes dépenses qu'on va pouvoir retrouver ici avec les revenus, les sorties, etc. Et également, on a un système qui va permettre de pouvoir, je vous l'avais dit, c'est pas en prod, de pouvoir notifier l'utilisateur. Donc ça peut être soit sur un seuil de solde qui est trop bas, ça peut être sur, par exemple, un retard de salaire, où normalement on reçoit son salaire tous les X temps et ça fait 7 jours qu'on ne l'a pas reçu, du coup on va être notifié pour aller voir ce qui se passe. Bon, voilà, l'idée c'est de pouvoir paramétrer toutes les notifications qu'on va vouloir avoir et donc que l'application puisse, on s'occupe de rien, elle va pouvoir nous notifier dès qu'on le souhaite en cas de souci. Mais également, l'autre particularité, donc jusque-là c'est un agrégateur bancaire assez classique. Par contre, la particularité du fait que l'application est dans son Cozy, on a ses données personnelles. On n'a pas que ses comptes bancaires dans son Cozy, c'est le principe. On a un ensemble de données, d'autres données personnelles. On a par exemple les factures, puisqu'on a récupéré avec Cozy Collect différentes factures. On a les PDF, c'est vraiment ces factures qui sont déjà dans son Cozy.
Donc une des idées, ça va être de pouvoir lier une écriture bancaire à la facture. Et donc du coup, je vais pouvoir avoir ma ligne bancaire, je sais pas, SFR. Et quand je vais cliquer sur ma ligne bancaire, ça va tout de suite m'ouvrir mon PDF. Si c'est un peu plus cher que d'habitude, je vais pouvoir très rapidement aller vérifier ce qui s'est passé, le détail de ma facture, etc. Et également, on peut aussi lier des lignes bancaires, non pas à un PDF, donc vraiment un fichier en dur, mais aussi à des données un peu plus structurées, puisque les connecteurs, pour l'instant, récupèrent essentiellement des factures, mais les connecteurs peuvent récupérer plein de types de données qui sont plus structurées. Et donc là, par exemple, on a commencé à travailler sur la gestion de remboursement des frais de santé. Et donc du coup, j'ai là une ligne bancaire d'un remboursement et je vais pouvoir aller directement vérifier mes remboursements. Donc du coup, j'ai une petite application qui me permet de lister les différents remboursements que j'attends, donc du coup qui sont récupérés via les connecteurs. J'ai configuré ma mutuelle et donc du coup, bien avant qu'il arrive sur mon compte bancaire, je vais pouvoir savoir que j'attends des remboursements. Et donc ça va pouvoir me permettre de vérifier si effectivement j'ai bien eu mes remboursements, si ça fait trop longtemps, etc., etc. Donc voilà un peu pour la partie donc banque qui arrivera, qui n'est pas encore en production, mais sur laquelle on a déjà pas mal avancé, sur laquelle on travaille. Voilà pour moi. C'est le tour de Tristan à nouveau pour une dernière présentation sur Mastodon. Alors une question rapide, comme vous le savez, je suis le dernier obstacle entre vous et le buffet, donc on va faire bref. Qui utilise Mastodon dans la salle? Levez la main. D'accord, donc il y en a au moins la moitié qui vont s'emmerder, c'est pas grave. Peut-être que vous apprendrez quelque chose, néanmoins. Pour l'autre moitié, je vais quand même demander l'attention de tout le monde, même ceux qui utilisent Mastodon. Et ceux qui ne l'utilisent pas, c'est vraiment pour vous que c'est fait, cette présentation. Je veux vous parler de Mastodon parce que c'est des gens qui sont intéressants pour des tas de raisons que je vais détailler. Qu'est-ce que c'est que Mastodon déjà? C'est un réseau social, c'est un petit peu comme Twitter, sauf que il est libre, comme Cozy, il est décentralisé, comme Cozy. Et alors déjà, avec tellement d'ADN partagé entre Mastodon et Cozy, ça valait le coup qu'on en parle. Écoute un peu. Ça permet des messages de 500 caractères, plus que 140, et ça ne repose pas sur le modèle de la publicité ciblée. Déjà, tu vois, ça reprend en fait un certain nombre de systèmes libres existants, mais avec un nouveau logo vachement sympa et surtout une interface différente. Donc c'est une approche décentralisée en ce sens que donc quiconque peut créer son instance et inviter des amis. Il y a donc plusieurs instances. Ces instances sont connectées entre elles ou, si vous ne le souhaitez pas, ne peuvent ne pas être connectées entre elles. Vous pouvez faire une instance interne à une entreprise, à une association, etc. Ce qui est vraiment sympa dans Mastodon, c'est une interface qui ressemble un peu à TweetDeck pour ceux qui connaissent. Donc une interface en colonne avec une zone de composition de messages ici, vous voyez, 500 caractères restants, le luxe, c'est 800, c'est l'inflation, jusqu'où s'arrêteront-ils? Bon ce soir sur Framapiaf où j'ai fait les screenshots, c'était encore 500. Donc on peut saisir ce message ici. Ensuite, on a une colonne
qui est la timeline générale. Donc on voit défiler tous les messages ici. Ensuite, une colonne avec les notifications qui me sont destinées. Quand quelqu'un me répond, il y a un jeu quand même intéressant. Ce ne sont pas des tweets, évidemment, puisqu'on n'est pas sur Twitter. Ce sont des pouettes. Voilà. Alors, in English, ce sont des toots. Voilà, on dit des toots. Et puis la troisième colonne, c'est quand j'ai sélectionné un post ou un fil, eh bien c'est ici que s'affiche le zoom sur le post, sur le billet et sur ses réponses. Voilà. Il y a un autre truc qui est sympa, c'est la notion de content warning. Alors là, j'ai fait un zoom sur la zone de saisie d'un nouveau message. Ici, il y a ce bouton Content Warning. Donc, normalement, je peux saisir ici mon message et appuyer sur Pouette, ça l'envoie. Et tous ceux qui sont abonnés à mon fil le verront. Mais si j'ai cliqué sur Content Warning, j'ai un champ qui s'affiche ici, un champ avertissement. Et ça va me permettre de communiquer, par exemple, des choses qui peuvent choquer certaines personnes. Ou qui peuvent les gêner. Par exemple, un spoil. C'est-à-dire, si je raconte l'histoire de Game of Thrones, à la fin il meurt. Là, je peux dire attention, spoil Game of Thrones en haut, et en bas, là, je vais dire attention, il meurt à la fin. Voilà. Et comme ça, ensuite, je peux l'envoyer. Et la façon dont ça apparaît, eh bien, c'est qu'il y a juste il va y avoir marqué attention, spoil Game of Thrones. Et si vraiment je veux le lire, là, je clique sur déplier et ça déplie, ce truc de dingue. Voilà. Et le contenu du message s'affiche ici. Je peux même mettre des images qui sont dites not safe for work, NSFW, qui pourraient choquer dans un environnement professionnel. Et là, à ce moment-là, j'ai un bouton NSFW qui apparaît, je clique dessus et la photo, elle est floutée et grisée pour que, même si je consulte Mastodon au bureau, j'ai pas mon patron ou les ressources humaines qui font des bons hauts comme ça. Voilà. Donc voilà pour l'interface, on a vu. Les noms d'utilisateurs, comme il y a plusieurs instances, eh bien, le format est différent, c'est nom d'utilisateur nom d'instance. Donc moi je suis @nito @framapiaf.org, ce qui donne comme URL framapiaf.org/@nito. Voilà, donc ça c'est un petit peu plus compliqué que Twitter, puisqu'il y a cette décentralisation qui fait qu'il faut ajouter au nom d'utilisateur le nom de l'instance pour qu'on puisse le retrouver. Alors il y a plein d'instances qui sont celles que vous choisirez si vous voulez essayer. Il y en a un paquet qui sont listés ici. Framasoft en fait une, il y a des gens qui en font une autre qui s'appelle mastodon.gougère.fr, il y a mammoth.fr qui est faite par la Quadrature du Net, MSTDN qui est fait par des activistes de la vie privée aussi. Il faut savoir que chaque instance peut avoir des règles différentes en termes de modération, donc il faut choisir une instance qui vous convient, et ça, il faut le savoir avant. Alors, et ça marche bien, on approche des 700 000 utilisateurs, presque 1600 instances qui sont référencées pour l'instant. Là où c'est vraiment différent de Twitter, c'est que ce n'est pas un business, c'est un logiciel libre qui va tourner sur des serveurs. Ça veut dire que comme il n'est pas financé par la publicité ciblée, donc normalement on n'est pas traqué, le développeur est bénévole, mais il a besoin de pizza, et de bière, et de chips, et de choses un peu plus saines aussi. Donc, il ne faut pas hésiter à lui donner de l'argent. L'hébergement, forcément, a un coût. Bah oui, il faut payer le matériel qui fait tourner l'instance. Donc, il faut le soutenir financièrement. Et donc, je vous encourage à donner soit au développeur principal de Mastodon et à ses sbires, ou aux gens qui hébergent. Bon, pour ma part, c'est Framasoft, donc je leur file déjà un max de blé, mais je vous encourage à faire de même. Donc, allez essayer Mastodon, c'est mieux, il y a plus de place pour parler, c'est libre, il n'y a pas de publicité,
et c'est décentralisé et ça mérite que on s'y attarde. Donc vraiment, je vous le recommande. Voilà, c'était donc le dernier obstacle avant le buffet. On va pouvoir aller attaquer. C'est presque prêt. On va pouvoir attaquer. Au revoir Internet. Et puis, vous pouvez vous servir une bière là maintenant. Voilà, on m'appelle. Ouais.